Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je tenais à vous remercier encore une fois pour tous les abonnements et les likes et les commentaires que vous laissez. Ça fait chaud au cœur et ça motive à continuer. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les nouveautés qui vont sortir sur la chaîne. Ça nous aidera dans le référencement sur YouTube et sur Google. Et si je vous parle de référencement, c'est pas pour me faire de l'argent. Faut savoir qu'aujourd'hui, je compte pas sur YouTube pour me faire de l'argent. Tout ce que je veux, c'est partager ma passion pour les serpents et les connaissances que je vais acquérir au fur et à mesure du temps. Je souhaite les partager avec vous. J'ai constaté un problème sur YouTube dans la terrario française, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui abordent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément et qui finissent par raconter des conneries. Le but d'un terrario ou d'un herpéto, c'est pas de vous raconter des bêtises, c'est de vous raconter des choses qui sont concrètes, qui sont vérifiables, ou de vous émettre des hypothèses, en tout cas, qui semblent solides. Voilà. Il ne faut pas s'amuser à croire tout ce qu'on voit sur YouTube. Il faut que les gens arrivent à faire le tri et pour ça, il faut que les chaînes soient bien référencées pour que les gens aient accès à ces informations plus facilement. Allez, j'arrête de vous casser la tête avec tout ça, on attaque. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un genre que bon nombre de personnes ont sans doute croisé en France ainsi qu'en Europe, le genre Vipera. Alors, les Vipera sont des serpents qui font partie de la famille des Viperidae et de la sous-famille des Viperinés. Je vais vous expliquer très brièvement, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur Daboya, pourquoi est-ce que je vous dis ça? La famille des Viperidae se compose de deux sous-familles. D'un côté, vous allez avoir les Crotalinés, donc c'est tout ce qui est serpent à denture solénoglyphe, donc crochet à venin mobile situé à l'avant de la gueule, qui possède des fossettes thermosensibles. Et de l'autre côté, vous allez avoir les Viperinés, donc là c'est tout ce qui est serpent à denture solénoglyphe, qui ne possède pas de fossettes thermosensibles. Et les Vipera, ne possédant pas de fossettes thermosensibles, ont été classifiés chez les Viperinés. Le genre Vipera a été décrit par Laurenti en 1768. C'est un genre de serpent qui, à l'heure actuelle, regroupe 23 espèces bien distinctes. Parmi ces espèces, vous allez pouvoir notamment retrouver Vipera amodite, Vipera anatolica, Vipera aspi, Vipera barani, Vipera berus, Vipera darevski, Vipera dininki et j'en passe. Je ne vais pas toutes vous les présenter parce que sinon la vidéo durerait 1 heure, mais si jamais vous voulez que j'en présente une en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ce genre a une particularité, c'est qu'il a une très grande aire de répartition. On va pouvoir en retrouver en Europe, en Afrique du Nord, au Proche-Orient et en Extrême-Orient en passant par l'Asie et la Sibérie. Il faut savoir qu'il y a une espèce de ce genre qui à l'heure actuelle détient un record mondial, à savoir la plus grande aire de répartition au monde parmi les serpents. Je parle de la vipère péliade, Vipera berus. Ce serpent se retrouve de la Grande-Bretagne jusqu'aux îles Sakhalines en Extrême-Orient, en passant par la Sibérie. Ça prouve bien que ces animaux sont capables de s'adapter à divers environnements et vous allez voir par la suite que ça a donné une particularité assez sympathique à ce genre. De par cette grande aire de répartition, vous vous doutez bien qu'ils occupent des biotopes très variés. Il y en a que vous allez retrouver en plaine, il y en a que vous allez retrouver en forêt, d'autres en montagne, d'autres en brousse, d'autres très proches des habitations humaines. Donc c'est un genre qui est difficile à classifier niveau biotope. Si vous voulez vous renseigner sur les biotopes, je vous conseille de faire des recherches sur les espèces qui vous intéressent. Parce que pour vous donner un exemple, Vipera aspi, qu'on retrouve en France, notamment chez moi, est capable de subsister tant bien au niveau de la mer qu'en haute altitude, et elle va occuper généralement des milieux ouverts mais quand même broussailleux. Donc c'est tout ce qui va être prairies, bordure de forêt, pentes rocailleuses mais vachement buissonnées. Enfin voilà, c'est des serpents qui ont vraiment des biotopes qui sont très variés. Si je devais faire un résumé global, généralement c'est des biotopes ouverts avec beaucoup de cachettes parce que c'est des serpents qui sont très peureux. Au niveau morphologique, donc on n'est pas sur des serpents de grande taille, hein. Le genre Vipera n'est pas connu pour avoir des serpents géants. On est sur des serpents qui font entre 1,50 m et 1,60 m grand max. Les plus petits peuvent faire jusqu'à 50 cm, donc vraiment pas des grands serpents. On a des serpents qui sont trapus, qui ont une tête triangulaire qui est bien démarquée du corps et c'est ce qui va vous permettre de les différencier des couleurs, qui ont des pupilles un peu à la manière d'un chat, donc verticales, une fente verticale, qui ont une grosse écaille sur le rostre et qui ont une queue courte. Tout à l'heure, je vous parlais de faits intéressants au niveau morphologique. Ce genre de serpent est ce qu'on appelle polymorphique. Qu'est-ce que le polymorphisme? C'est tout simplement le fait de retrouver une différence notoire parmi les individus d'une même espèce au niveau morphologique. Vous allez avoir des Vipera aspi qui vont avoir cette couleur-là et d'autres qui vont avoir cette couleur-là. Et aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à expliquer ces différences de coloration.
Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises, mais elles ont toutes été balayées. La première, c'était que c'était peut-être une différence de localité ou de milieu de vie, parce qu'on peut retrouver ces serpents, comme je vous le disais, du niveau de la mer à haute altitude. Donc on pensait que les individus qui étaient à haute altitude avaient plus tendance à être noirs pour mieux capter les rayons du soleil et la chaleur, et ceux qui vivaient en plaine avaient plus tendance à être gris. Sauf qu'on a retrouvé des spécimens noirs en plaine et des spécimens gris en haute altitude. Donc ça a été balayé. Il y en avait une autre qui disait que potentiellement ça leur permettait de différencier les mâles et les femelles. Ça a été balayé parce qu'on a retrouvé des femelles noires et des mâles gris et inversement. Donc on ne sait toujours pas pourquoi il y a un tel polymorphisme. C'est le genre Vipera. Et Vipera aspi n'est pas la seule, hein. Vous allez avoir Vipera berus, Vipera amodite, Vipera ursini, Vipera lotievi, Vipera latestei. C'est vraiment répandu chez le genre Vipera. Les vipères de ce genre sont toutes terrestres et ont un mode de vie qui est plutôt nocturne, à savoir qu'elles peuvent tout à fait diurnes à un certain moment de l'année, comme à la période de reproduction. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ce sont des animaux qui vont chasser des mammifères, des oiseaux, des lézards, d'autres serpents et pour certains juvéniles des insectes, et qui vont bouffer à peu près tout ce qui passe à leur portée. Un autre fait intéressant, à la saison des reproductions, les mâles ne se nourrissent pas. Donc, ils emmagasinent un max de venin dans les poches et c'est ce qui les rend potentiellement dangereux. C'est pour ça que, à la fin de l'été, il est vivement conseillé de faire attention où on met les pieds parce que justement, les mâles sont capables d'injecter des quantités assez étonnantes pour ce genre. Et tant qu'à faire, on reste sur la reproduction. Donc, ce sont des serpents qui sont vivipares ou ovovivipares. Donc, vous avez des espèces qui vont donner naissance à des petits directement qui vont mettre bas. Et vous avez des espèces qui vont incuber les œufs à l'intérieur de leur corps et qui mettront bas plus tard à des petits. Les mâles, durant cette période, peuvent se livrer à des combats rituels sans morsure, c'est assez sympa à voir. Les jeunes serpenteaux vont très vite quitter le nid une fois nés et vont prendre leur indépendance assez rapidement. Alors, maintenant on en vient à la partie qui m'intéresse le plus, à savoir les venins. Qu'est-ce que j'ai pu trouver sur ce genre et sur le venin de ce genre ? Eh ben, une chose assez étonnante, je pensais savoir que les vipères d'Europe, Afrique du Nord, Asie, Proche-Orient avaient un venin essentiellement hémotoxique et cytotoxique. Donc hémotoxique qui s'attaque au système sanguin en provoquant notamment des coagulopathies, donc votre sang ne coagule plus, ça crée des hémorragies qui au final vous tueront. Et cytotoxique, donc là c'est la lyse des cellules, on appelle ça la lyse cellulaire, qui détruisent les membranes des cellules et les cellules et permettent au venin de circuler plus facilement dans votre organisme. Ben, j'ai été étonné parce que je savais qu'il y avait une espèce de vipère européenne qui avait un venin neurotoxique, à savoir Vipère amodite, mais il n'y a pas qu'elle au final. Non, non. Il y a une étude qui a été réalisée en 92 et qui est sur le site de Pasteur, où on découvre que des personnes qui ont été mordues par Vipera aspi dans le sud de la France et dans le nord de l'Italie ont déclenché des syndromes neurologiques à la suite de cette morsure. Ils ont étudié le venin et ont découvert que un des composés du venin de cette localité-là était l'amoditoxine, qui est une neurotoxine qu'on retrouve chez Vipera amodite, donc Vipera amodite qui a donné son nom à cette toxine. Mais là où c'est encore plus fort, c'est que l'amoditoxine contenue dans le venin de Vipera aspi est différente de l'amoditoxine contenue dans le venin de Vipera amodite. Et ça rend compliqué le traitement de ces morsures. C'est ce qu'on appelle le traitement avec sérum antivenimeux croisé. On va se servir du sérum antivenimeux d'une certaine espèce, je vais vous prendre un exemple, Notechis cutatus, le serpent tigre, pour traiter les morsures de serpents venimeux d'autres espèces. Exemple, Tropidechis carinatus. Ce sérum antivenimeux de Notechis cutatus aide à lutter contre l'envenimation de Tropidechis carinatus. Et bien là où c'est un peu plus tendu avec le genre Vipera, c'est qu'on s'est aperçu que ces traitements croisés ne fonctionnaient pas tout le temps. Donc oui, vous allez me dire, mais ça arrive sur d'autres espèces. Oui, mais on pensait pendant longtemps que les venins du genre Vipera étaient essentiellement hémotoxiques et cytotoxiques. Et le fait qu'il y ait une variabilité de venin dans les localités intraspécifiques prouve qu'on ne connaît absolument rien de ces serpents. Il y a une autre étude, donc c'est justement celle dont je vous parlais. Si vous voulez trouver l'étude sur les effets de croisés des sérums antivenimeux et leurs bienfaits, c'est une étude qui date du 29 juin 2018 et que vous pouvez retrouver sur le site nature.com. Et c'est pas rigolo, une envenimation par un serpent du genre Vipera. Pour ce qui est des venins hémotoxiques et cytotoxiques, les symptômes vont être des douleurs, des œdèmes, des gonflements, des nécroses locales, donc ça c'est le signe d'un venin cytotoxique, destruction des tissus et des cellules, des problèmes gastro-intestinaux, donc en clair vous allez avoir la chiasse et puis vous allez vomir, une hypotension, donc une chute de la tension artérielle,
une coagulopathie, donc ça c'est ce que je vous disais pour les hémorragies, hein. Et à côté de ça, les effets neurotoxiques, donc des localités ou des espèces qui ont un venin neurotoxique, vont essentiellement être des difficultés respiratoires, des problèmes d'élocution et une potentielle paralysie. Donc une paralysie soit du membre mordu, soit plus grave, une paralysie qui va s'étendre à tout l'organisme et qui peut provoquer un arrêt cardio-respiratoire. Donc clairement, c'est pas un genre à prendre à la légère, hein. En France, on voit une vipère, on dit oh, c'est pas dangereux, nana. Potentiellement, ça peut être dangereux. Et je le rappelle, un venin de serpent peut créer ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Donc vous pouvez faire une forte réaction allergique au venin du serpent et en mourir. Au même titre qu'une piqûre de guêpe, une piqûre d'abeille, enfin bref, voilà. On n'est pas à l'abri, donc on ne sait absolument pas comment notre organisme va réagir. Donc on fout la paix à ces serpents. Il y a quelques cas de décès qui ont été recensés en Europe et en France, mais ils sont très rares. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, au niveau venin, je suis resté assez vaste, mais parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'articles scientifiques qui parlent des autres espèces de vipera, mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Donc, je le rappelle, hein, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et on se retrouve la semaine prochaine donc, pour une vidéo qui sortira le dimanche sur un genre de serpent qui, vous allez voir, est quand même assez incroyable. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus, prenez soin de vous. Ciao.